Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode d'On Jase-là, 32e épisode d'On Jase-là. Marc-André au micro et comme d'habitude, on va au nouveau sujet cette semaine, entouré de nos collaborateurs Samuel. Bonjour. Rosemary. Allô. Sarah Bérubé qui revient pour la 5e fois. Je suis rendue une habituée de la place. Ouais. On s'en sauve pas, hein. Salut tout le monde. Mais surtout, pis c'est pas pour t'enlever Spotlight Sarah, mais surtout, c'est le retour de notre Clarence nationale. Yeah! Allô! Salut tout le monde! Fait que Clarence, t'es revenu des Europes? Je suis revenu des Europes, effectivement. J'ai pas juste été en Europe, par contre. Non, c'est vrai, on s'est vu au On Maroc. s'est vu au Maroc, puis juste avant, j'étais au Liban. Ben oui, fait que t'as fait des beaux voyages. J'ai fait de très très beaux voyages, beaucoup de découvertes. Vraiment, pour vrai, tout le monde, prenez le temps de partir sur une longue période. Ça vous change la vie, puis c'est vivifiant comme sentiment. Mais j'ai pensé à vous. En voyage. Oh, ouais. Et je m'excuse, Rosemary, mais cette fois-ci, je te vole un peu ta place. Parce que ce que je vous ai ramené, c'est une bière. Pas de la bière. La bière? De la bière, On ben aime pas oui. bien ça, la bière. par contre. Ben écoute, va falloir que t'en boives pareil, parce Bon, que ben, c'est ça, ok. un cadeau, ça se refuse pas. On va faire avec. Sais-tu quoi, je t'en veux même pas. Ah, t'es gentil. Je suis juste trop contente de te revoir. Ben moi aussi, je suis contente de tout vous revoir. Donc, Clarence, Oui. qu'est-ce qu'on boit cette semaine? C'est la première fois que tu dis ça Ben, à je l'antenne d'On Je trouve Jase-là. ça drôle. Pour une fois, c'est pas moi qui le fais. Donc, cette semaine, qu'est-ce qu'on boit? On boit la Chardon de la... En fait, je voudrais même pas dire microbrasserie parce que c'est pas comme ça qu'ils se définissent. Du biérarium Aquae Maltais. Ah, les Français. C'est effectivement, Marc-André, une bière française, plus précisément une bière qui vient d'Aix-en-Provence, qui se trouve À Aix-en-Provence, j'ose espérer. en Provence, exactement. À Aix. À À Aix. Aix. Ben, c'est ça, qu'est-ce que tu veux. Donc, c'est ça. C'est une microbrasserie locale, écologique et biologique. Toutes leurs bières sont bio. Même dans le fonctionnement même de la microbrasserie, ils entreprennent tout le temps des initiatives où ils font affaire avec des entreprises qui prônent la transition énergétique. C'est une microbrasserie qui a deux gammes de bières. La gamme classique où on a des blondes, des blanches, des ambrées comme très ordinaires, et une gamme de dégustation où là c'est vraiment des créations un peu plus éprouvées. Et celle-là, c'est une bière de la gamme de dégustation que je vous ai ramenée. C'est une bière, donc, comme je l'ai dit, qui s'appelle la Chardon. C'est une bière à 6,5%. C'est une ambrée tourbée. Dans le jargon en fait anglophone, on la présente. Ben c'est ça. Ça goûte la pelouse. Et non, en été, là. Dans le jargon anglophone, on appelle ça une peated Scotch Ale. Donc c'est une Scotch Ale, mais contrairement, lorsqu'on regarde la couleur de la bière, contrairement à la plupart des Scotch Ale, la couleur elle est beaucoup plus claire. C'est pour ça que l'appellation francophone d'ambré correspond plus, parce que c'est une couleur qui est beaucoup plus dorée. Mm-hmm. La raison de ça, c'est que le malt qui est à la base de la bière, il est à saveur fumée, et c'est un malt qui est utilisé presque uniquement en France. Donc, c'est ce qui donne cette couleur-là plus dorée. On a effectivement, comme l'usage du malt le suppose, un goût plus fumé. À l'odeur, c'est plutôt fruité, même si elle sent pas beaucoup. De prime abord, on peut sentir un peu quasiment des arômes un peu d'orange et le goût plus fruité, une amertume très 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 légère, mais ce qui ressort surtout c'est le côté le côté fumé mêlé un peu au bleuté du malt. C'est vrai que ça sent l'orange, on la sent vraiment. J'ai l'impression de sentir un verre de jus d'orange le matin, mais le goût, c'est pas la même chose. Le goût, c'est pas du tout ça. Là, Mais ouais. encore là, je trouve qu'elle est vraiment surprenante parce que, comme je t'ai dit avant qu'on commence à enregistrer hors onde, je l'ai senti, puis je t'ai dit, mon Dieu, elle sent quand même pas beaucoup. Et en bouche, elle surprend quand même. Oui. Là, elle est très, très goûteuse, mais elle est très bonne. Oui, vraiment. énormément. Moi, j'ai jamais rien goûté qui ressemblait à ça. Je sais pas, toi, Rose, qui est notre experte maison. Non, pas vraiment. C'est Oui, dur, il y a décrire un peu. des
similarité à d'autres bières, là, Ouais. comme le côté fumé, on peut associer ça à certaines bières, Mhm. mais comme ensemble, comme tout, non, je te dirais qu'effectivement, j'ai jamais vraiment goûté quelque chose de semblable. Là. Ouais. Ce côté malt rôti, je trouve qu'il ressemble le plus à ce que j'ai pu goûter ailleurs, mais comme tout ce qu'il y a autour, est beaucoup plus complexe, disons, que certaines bières qui se disent fumées. Vraiment, oui. Oui. Et à savoir aussi qu'en France, le domaine de la microbrasserie est aussi tout aussi en effervescence qu'ici. Il faut croire que l'effervescence québécoise fait des émules en France. Mhm. Parce que le domaine de la microbrasserie en France, il est vraiment le plus, plus développé qu'il y a certaines années. Puis des bières que j'ai goûtées en France, celle-là, c'est l'une de celles, si c'est pas la celle qui m'a le plus frappé sur le goût. Donc voilà, ça me tentait de vous la présenter. La Chardon du Bierarium Aquae Maltais à Aix-en-Provence. On les salue. Merci beaucoup. Merci, Clarence. Puis écoute, on n'arrête pas là avec toi, parce que là, on va dire à tout le monde, à nos auditeurs, nos auditrices, c'est notre spécial Clarence. On voulait le gâter, là, on a fait plein de choses sans lui. Ça nous a donné plus de job. Fait que là, on a dit, bon, ben vas-y, Clarence, lance-toi. À cette heure, toute la job est à toi. Exactement. Fait que pour à peu près 12 semaines, c'est juste Clarence. Non, ben non, c'est des farces. Mais tu devrais arrêter de parler, Marc-André. De toute façon, il devrait pense que être je devrais, animateur aussi. Là. On va lui donner ce job-là aussi. Effectivement. Anime-toi. Ah, donc aussi. je m'anime moi-même. Je fais comme Sam, je nous anime. Tu nous animes. Mais c'est ça, fait que cette semaine, tu vas nous présenter un sujet, en fait, tu vas nous parler d'anthropocène, un terme qu'on entend de plus en plus fréquemment, qui est surtout en lien avec les changements climatiques, mais je vais te laisser l'introduire comme il faut. C'est ça. En fait, en voyage, un sujet que j'ai rencontré beaucoup, dont j'ai beaucoup discuté en fait dans mes rencontres un peu partout dans le monde, c'est la question des changements climatiques. Et donc, ça me tentait donc pour l'émission de consacrer une série de chroniques sur les changements climatiques. Assurez-vous, il va y avoir autre chose, bien entendu. Je vais parler d'autres choses, bien entendu, mais je trouvais ça pertinent de commencer par ce sujet-là, effectivement, de l'anthropocène, parce que comme tu dis, Marc, ça commence à rentrer dans le jargon populaire, ça quitte tranquillement le jargon scientifique pour devenir un mot qui est de plus en plus utilisé par tout le monde. Mais l'anthropocène, qu'est-ce que c'est? Ça peut être un paquet d'affaires, mais on va quand même retourner à la racine vraiment du terme. En fait, anthropocène, c'est un néologisme qui est formé des deux mots du grec ancien, anthropos et kainos. Anthropos qui signifie activité humaine et tout ce qui est lié, et kainos qui veut dire récent. Okay. C'est le même principe, c'est le même type de néologisme qu'on a employé pour nommer toutes les aires géologiques de l'histoire de la science. Et là, on va faire un petit retour en arrière parce que il y a quelques précisions qu'il faut mettre en lumière avant d'aborder l'anthropocène. Bon. Vous savez tous que l'univers est âgé de 3... Ok, on retourne si loin que ça. On retourne vraiment loin. L'univers est âgé de 13,7 milliards d'années. La planète est âgée de 4,5 milliards d'années. Et ce qui permet de juger, donc de définir cet âge-là, c'est le fait qu'on découpe l'histoire de la Terre en plusieurs échelles de temps qui sont données par les roches, l'étude géologique donc, des sols. Ces études géologiques-là permettent de mettre en lumière, en étudiant leur composition, les événements qui se sont fort possiblement produits dans ces différentes aires-là. Et c'est l'occurrence de ces événements-là qui permet de découper l'histoire de la planète en ère, en période et en époque. Donc, je vous donne... C'est ce qui permet... C'est l'étude, dans le fond, une étude très spécifique qui s'appelle l'étude stratigraphique. Donc, des strates, des roches, des montagnes, des sols de manière générale, qui permettent de définir les fragments de cette histoire-là. Si je peux me permettre, un petit spot publicitaire. Ouais, vas-y. Il y a un endroit formidable en Gaspésie. C'est le parc... je pense que c'est le parc national de Miguacha. De Miguacha, oui. Exactement. Où est-ce que dans le fond, il y a eu beaucoup je pense que c'est des affaissements, ou en tout cas des failles qui ont fait en sorte que ces couches dont tu parles, les couches géologiques stratigraphiques, voilà, ont été dévoilées
au jour, là, à la lumière du jour. En fait, c'est un des endroits les plus riches en fossiles qu'on a au Québec. Ceux qui ont de l'intérêt pour la géologie, je vous conseille, si vous connaissez pas cet endroit-là déjà, là, d'y aller. Parce que vraiment, ça nous permet de faire un voyage dans le temps puis de voir ces différentes époques-là. Okay. Pendant une balade sur la plage, c'est vraiment magnifique. Et pour y être allé il y a quelques années maintenant, c'est un musée à la base. Et la vulgarisation scientifique qu'il y a à l'œuvre au Parc national de Miguacha, elle est vraiment exemplaire. C'est l'un des plus beaux parcs qu'on a au Québec. Ok. Je sais pas ça. Ouais, fait que allez à Miguacha. Voilà. Donc, pour revenir donc à l'histoire de la planète, je vais, dans le fond, vous préciser un peu où est-ce qu'on en est maintenant dans l'histoire de la planète. Donc, il y a 4 niveaux de périodes, dans le fond, d'échelle géologique qui existent. Donc, en ce moment, on est dans l'éon, le plus haut niveau, du Phanérozoïque, qui a commencé il y a 541 millions d'années. On est dans cet éon-là à l'ère du Cénozoïque, qui a commencé avec la disparition des dinosaures, il y a 65 millions d'années. On est dans la période du Quaternaire, qui elle-même est subdivisée en 3 époques. Le Pléistocène, qui a commencé il y a 2,5 millions d'années, lorsqu'on a connu une succession d'ères glaciaires assez époustouflante. L'Holocène, qui a commencé il y a 11 700 ans, où on a connu le plus grand redout de toute l'histoire de la planète en 420 000 ans, ce qui a permis l'expansion humaine. Et on a l'Anthropocène, qui suit l'Holocène et qui a commencé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. OK. Donc c'est ça. À la base, l'Anthropocène, ça n'est ni plus ni moins qu'une époque géologique. À la base, purement et platement, c'est ça. Il y a un truc par contre qui est assez intéressant en ce qui concerne l'Anthropocène, c'est que c'est une échelle, c'est une époque qui reste principalement théorique. Elle repose par contre sur des éléments qui, eux, sont bel et bien réels et qui ont été mis en lumière par les études scientifiques et qui, lorsqu'on les compare aux périodes et aux époques précédentes, permettent de conclure à ce qu'on appelle un point de bascule. Point de bascule, c'est l'espèce de frontière qui est définie par un événement, par des conditions climatiques ou géologiques, qui permet de séparer une époque d'une autre. On a réussi à identifier plusieurs points de bascule dans l'histoire de la planète, que ce soit les extinctions de masse, issues de divers événements, peu importe lesquels, par exemple. Et ces points de bascule-là ont toujours amené une époque ou des conditions de vie nouvelles sur la planète. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut conclure à un changement d'ère géologique? Bien, ça tient à ce qu'il y a dans le sol. En ce moment, le monde est en train de changer et il y a la composition du sol elle-même change. Et on peut déjà statuer sur on peut déjà mettre en lumière certains éléments de la composition du sol que peut-être les géologues de demain, dans un avenir assez lointain, vont pouvoir découvrir dans le sol et qui vont permettre d'étudier en fond l'époque qu'on est en train de vivre en ce moment. Parmi eux, il y a l'accélération de l'érosion supérieure à la production naturelle des sédiments, le taux de gaz carbonique et de méthane dans l'atmosphère qui sont extrêmement élevés, qui vient altérer la composition du sol, la modification de la nature et la biosphère par des extinctions massives ou plus localement ce qu'on appelle des extinctions de fond, donc des extinctions plus locales, et la hausse du niveau de la mer et l'acidification des océans. Donc tous ces phénomènes-là laissent des traces dans le sol. Puis tu disais que on commence la date de l'Anthropocène à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi à ce moment-là? Puis pas avant? J'aurais pensé avec la première révolution industrielle, fin des années 1800, début 1900. Ben, Est-ce que je te prends d'avance un peu? Tu prends un peu d'avance, mais la question est pertinente parce qu'elle vient illustrer justement le point suivant. Les points de bascule, je le rappelle, c'est des frontières temporelles basées sur des événements bien réels, des événements terrestres ou marins, qui permettent de séparer une époque d'une autre. Si on parle d'Anthropocène, ça veut dire une chose en particulier, c'est qu'on n'est plus dans l'Holocène. Et c'est à partir de la Seconde Guerre mondiale qu'on constate de manière
beaucoup plus sensible et tangible sur le plan scientifique d'une rupture avec les conditions de l'Holocène. Je le rappelle, l'Holocène, c'est la période, climatiquement parlant, la plus stable de toute l'histoire de la planète dans les dernières 420 000 années. OK. C'est énorme. Et l'Anthropocène, qui a un âge théorique d'à peu près juste 70 ans, est en train de tout faire chavirer ça. D'exemples qui permettent justement de marquer la rupture, parce que c'est bien beau parler de l'acidification des océans, la hausse du taux de CO2, c'est des phénomènes qui se sont déjà produits dans l'histoire de la planète. Mais qu'est-ce qui fait que ces variations-là, aujourd'hui, créent une rupture? C'est le degré par rapport à la période précédente, qui est celle de l'Holocène. Un simple exemple, de 1905 à 1945, le niveau de la mer a dépassé celui de l'Holocène, et il est en ce moment à son plus haut, à son plus haut depuis 115 000 ans. Le rythme actuel d'extinction des espèces est anormalement élevé, et il pourrait se comparer en termes d'impact à la disparition des dinosaures. En termes d'impact, on ne parle pas d'impact météorique, on parle d'impact global. Le nombre d'espèces qui disparaît et la manière dont ça altère la biodiversité et la biosphère en général. Et naturellement, le grand coupable de ça, c'est naturellement la concentration atmosphérique moyenne de gaz carbonique qui dépasse celle de l'Holocène. Celle-là, comme tu dis, depuis 1850. Donc, il y a vraiment un commencement de rupture à partir de 1850, pardon. Mais si je vous dis qu'entre 1999 et 2010, elle a augmenté plus rapidement que durant la dernière glaciation, celle qui date de 12 000 ans, que la concentration n'a jamais dépassé les 300 parties par million, c'est-à-dire l'échelle de mesure qui nous sert à mesurer la présence de gaz carbonique dans l'atmosphère. Elle a toujours varié entre 200 et 300 parties par million, et elle n'a jamais dépassé les 300 parties par million dans les dernières 650 000 années. Et elle est aujourd'hui, la donnée date du début janvier, donc début de cette année, elle est aujourd'hui de 406,7 parties par million. Ouais. C'est assez clair que là, on n'est plus du tout dans les conditions géologiques et atmosphériques de l'Holocène. Si on est pour parler, on n'a pas encore commencé à parler d'impact, là. On parle juste statistiquement parlant, on n'est plus dans l'Holocène précisément à cause de ça. Et naturellement, la conséquence principale de ça, c'est la hausse de la température moyenne terrestre. Et on estime qu'en 2070, peu importe les efforts qui vont être faits à partir de maintenant pour contrer le phénomène, on estime que la Terre va être à son plus chaud en 2070 depuis 125 000 ans. Inutile de dire que là, on est devant... C'est des statistiques qui font peur lorsque on les met en perspective, lorsqu'on met ces statistiques-là en perspective de l'ensemble de l'histoire de la planète Terre. Et c'est une opération qu'on est obligé de faire lorsqu'on s'attarde à l'Anthropocène parce que, je viens de le dire, c'est une époque géologique. Le franchissement de ces points de bascule-là, est à savoir que, comme je le disais tantôt, c'est la norme dans l'histoire de la planète. Les êtres humains, de manière générale, ont toujours présenté l'histoire de la planète dans une vision, dans une perspective anthropocentriste, donc biaisée soit par la religion, soit par une forme d'humanisme de bonne loi. Si on tourne, mettons, par exemple, au 15e siècle, là, on a passé d'une perspective scientifique du géocentrisme, la Terre qui est au centre de l'univers, à l'héliocentrisme, que non, finalement, c'est le Soleil qui est au centre de notre galaxie. Ça crée une véritable révolution scientifique. Le seul truc, c'est que ça reste une vision très anthropocentriste. Parce que même cette révolution-là, et même Darwin, qui faisait reposer l'entièreté des cycles d'évolution sur son concept de sélection naturelle, refusait d'admettre les grandes extinctions, les grands phénomènes, autrement que comme des accidents géologiques ou des accidents climatiques. Darwin refusait l'instabilité inhérente au cycle de vie. Et l'apparition d'Homo sapiens, donc notre race humaine, vient totalement
perturber cette vision-là, en ce sens que comme c'est nous qui sommes l'espèce la plus évoluée, on a tendance à tout ramener à nous-mêmes. L'Anthropocène vient remettre un peu les pendules à l'heure à cet égard-là. Il y a le scientifique kenyan, Richard Leakey, qui est auteur d'un ouvrage qui s'appelle La sixième extinction, en 95, qui est l'ouvrage principalement reconnu comme même s'il ne prend pas la peine de nommer le terme, parce qu'à ce moment-là, il n'avait pas été aussi répandu lorsqu'il a écrit son livre, c'est l'ouvrage qui est le plus annonciateur du concept d'Anthropocène. Donc il écrit dans la sixième extinction que c'est juste relativement récemment que les anthropologues ont commencé à parler de l'origine de l'homme et donc de sa disparition éventuelle, comme on parlerait de l'origine des huîtres, des chats ou des singes. L'homme est une huître. L'homme est une huître. Ben, on peut dire que dans sa vision de l'histoire, l'homme est pas mal refermé sur lui-même comme une huître. Donc, c'est fort. Donc c'est ça, l'Anthropocène vient vraiment remettre les pendules à l'heure. Sur le plan philosophique, tout autant que scientifique, il nous force à nous plonger dans le passé de la Terre et à admettre la possibilité d'un nouveau point de bascule qui est en train de se produire, qui est celui de, excusez d'être aussi pessimiste, mais celui de l'extinction de l'être humain. Et nous rappelle que le seul accident de l'histoire de la planète Terre, ben c'est nous. On n'est pas exclu du système terrestre. On en fait partie intégrante et l'Anthropocène vient nous le rappeler d'une manière très cruelle sur le plan naturel. Mais pourquoi, effectivement, Marc-André, la Seconde Guerre mondiale? Ben, ça te de me le dire. Ouais. Non, mais j'aimerais ça faire un tour de table. Pourquoi, d'après vous, la Seconde Guerre mondiale? Écoute, Vite comme ça, là. Ben, je me dis peut-être que ça fait une centaine d'années qu'il y a une révolution industrielle, c'est peut-être là qu'on commence à vraiment plus sentir les impacts de la production, tu sais, par rapport avec le charbon, avec le pétrole. Là, pendant 6 ans, je veux dire, t'as une destruction de territoire énorme. T'as l'utilisation d'avions, puis de bateaux, puis de porte-avions comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Ça a peut-être un impact, justement, qu'on peut plus ressentir. Mon guess, ça serait ça. OK. L'utilisation de la bombe nucléaire, le fait comme que l'être humain est rendu à pouvoir utiliser une arme pour s'autodétruire, mais aussi le fait que quand tu utilises la bombe nucléaire, tu as des particules nucléaires qui demeurent dans l'atmosphère qui peuvent altérer par la suite les strates géologiques. Effectivement, ouais. 2 très bons points ici. J'avais pas pensé à la bombe atomique, mais c'est vraiment bon parce qu'effectivement, il y a des éléments qui ont été créés puis qui ont été utilisés avec les bombes atomiques qui n'existaient pas naturellement sur Terre ou probablement même pas dans la galaxie. Parce que le plutonium, pas l'uranium, mais le plutonium, c'est un dérivé qui vient justement de la... C'est artificiel. C'est artificiel, ouais. Exactement. Fait que c'est un point super intéressant, j'y avais pas pensé. Mon autre hypothèse, qui va un petit peu plus loin, mais c'est aussi que après 1945, avec les avancées de la médecine, tout ça, ça fait en sorte que les gens vivent beaucoup plus longtemps. Puis il y a eu un véritable boom démographique à ce moment-là, alors que l'humanité se comptait peut-être à 1 milliard, à peu près entre 1 et 2 milliards de personnes. À la fin de la guerre, on est rendu à plus de 8 milliards, puis ça, c'est sûr que ça a un impact aussi sur les sols, que ce soit par rapport à l'agriculture ou la consommation de ressources, etc. Ce sont, ma foi... Rose, t'avais... D, toutes ces réponses. 10 points, Rosemary. Ben écoutez, ce sont toutes... Vous avez toutes mis en lumière des éléments qui constituent en tant que tel le phénomène lui-même, autant du côté de l'agriculture que du côté de la bombe atomique. Ça, c'est vrai, c'est un élément qu'on oublie assez souvent, alors que c'est considéré, je parlais tantôt de l'altération de la composition géologique du sol. On estime que les dépôts radioactifs dus aux bombes atomiques et aux tests de bombes atomiques surtout sont probablement parmi les causes les plus importantes de l'altération de la composition géologique du sol. Donc, oui, il y a la composition de CO2 dans l'atmosphère, oui, il y a tout ce qui est altération de la qualité du sol par les engrais synthétiques, tout ça, mais les dépôts radioactifs, ça fait vraiment partie des premiers éléments qui devraient être pris en considération lorsqu'on prend en compte ce phénomène-là. Bon, tous des éléments très très bons, mais plus
plus encore, qu'est-ce qui a mené à ça, surtout. Avant de plonger dans le vif du sujet, je me permets de réinsister quand même sur un certain point, celui selon lequel l'être humain fait partie du système terrestre. Les écosystèmes qui composent toute la planète sont composés de tous les éléments du règne vivant qui entrent en interaction les uns les autres. On peut considérer dans ce sens-là que la planète Terre est un gigantesque écosystème que les scientifiques désignent dans le domaine francophone sous le nom de système terrestre. Et ces interactions-là ne peuvent pas être passées sous silence parce qu'elles sont conditionnelles à l'épanouissement et la survie de la vie sur Terre. À partir de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on va appeler, ce que les scientifiques appellent une grande accélération qui va se produire et qui va accentuer, exacerber les conditions qui font que le sol et les conditions la composition de l'atmosphère va se retrouver totalement changée. Pourquoi on l'appelle la grande accélération? Ça, c'est le terme que les scientifiques Paul Crutzen, celui qui a consacré le terme d'anthropocène, et son collègue Will Stephens ont proposé à la communauté scientifique en 2005. Il a été officialisé en 2007. Ils ont pris plusieurs phénomènes, parmi lesquels ceux que je mentionnais tantôt, l'augmentation de la population, le développement des transports, les investissements directs à l'étranger, la production de papier, le tourisme international, dont on a parlé il y a quelques épisodes d'ailleurs. Ils ont pu associer ces phénomènes-là qui ont pris une gigantesque... qui ont connu une gigantesque expansion à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils ont pu les associer à tout ce qui est augmentation de concentration de gaz carbonique, de méthane, l'acidité des océans, la hausse du taux d'acide en eau côtière, etc., etc. Et ils ont remarqué une chose. Imaginez tous ces phénomènes-là pris indépendamment les uns les autres. Imaginez qu'on les mesure sur une série de graphiques. Mettons que vous avez sur l'axe vertical le niveau, par exemple, de la température globale terrestre, de l'effervescence du tourisme international, et sur l'axe sur l'axe horizontal, l'échelle temporelle qui, disons, s'étend du 15e siècle à nos jours, par exemple. Sur tous ces phénomènes-là, on va constater que la courbe va emprunter une tangente semblable à celle d'une crosse de hockey. Ça va être exponentiel. Ça va être exponentiel et tout au même moment. Ouais. Entre 1945 et 1950. J'avais raison, donc avec mon dé, toutes ces réponses. T'avais raison. C'est toi qui avais le plus raison. C'est pour ça que je t'ai donné 10 points. Donc, pourquoi les années 50? Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, la courbe prend, comme tu dis Marc-André, une tangente vraiment exponentielle? C'est parce que c'est à partir des années 50 que va se développer un certain type de capitalisme. Le capitalisme fossile. Et qui va connaître une grande accélération sur tous ces aspects. Fait que ça, c'est 1950, c'est le moment qu'on a inventé les fossiles, ça a tout changé. Les fossiles, Ok, excusez. Les fossiles. Si vous voyez les faceports de tout le monde en ce moment, là. J'espère que tu vas couper ça au montage. Non, je vais garder ça. Je vais assumer ma joke vraiment mauvaise. C'est à peu près ça, je te dirais, mais de manière, mettons, plus sérieuse et beaucoup moins le fun. Malheureusement, Marc-André, je m'excuse de péter ton fun. C'est correct, je suis habitué. Wow! Ça, tu couperas ça au montage. Non, continue. C'est ça, ça va dire la fin de la Seconde Guerre mondiale que va se cristalliser ces moments où le temps du capital va finir par dépasser celui de la nature. Il s'est produit à ce moment-là ce que Karl Marx appelle, dans son essai sur le capital, la rupture métabolique entre les êtres humains et leurs conditions de vie. Attends, tu dis Moi, ça? c'est quoi le temps du capital? Alors, oui, c'est vrai, j'aurais dû préciser ça avant. Le temps du capital, c'est le temps qu'exige le capitalisme pour se subvenir à lui-même. Donc, pour créer encore plus de profit, pour répondre aux besoins de la production, qui ultimement va engendrer des besoins en consommation et vice-versa, qui vont créer un peu comme une espèce de rétroaction qui est sans cesse croissant.
le temps du capital va finir par dépasser ce que j'appelle le temps de la nature, qui est le temps nécessaire pour que la nature puisse se reproduire. Je sais pas, petite parenthèse, on a tout le temps dans les dernières années, au mois d'août, fin juillet, début août, une nouvelle dans les médias qui va comme suit. La planète l'humain a dépensé à partir de ce jour l'équivalent de ce que la planète peut produire en énergie en un an. Ouais. Ben, le fait qu'on ait cette nouvelle-là à ce moment-là, c'est l'exemple le plus tangible que le temps du capital est beaucoup plus rapide et fonctionne beaucoup plus en accéléré que le temps de la nature. Là, je te ferai un peu prosaïque, mais la nature a besoin de temps. Pour se régénérer. Pour se régénérer, pour se renouveler. C'est un processus qui est extrêmement lent. Et c'est entre autres ça qui distingue la période actuelle de l'Anthropocène des autres points de bascule qui se sont produits dans l'histoire. C'est que ça s'est produit à des échelles qui sont tellement loin de nous dans le temps qu'on entretient l'illusion selon laquelle ces phénomènes-là de points de bascule dans l'histoire de la Terre sont produits instantanément. C'est pas le cas. Certaines extinctions de masse se sont produites sur des échelles de 5 millions d'années. À l'échelle humaine, c'est énorme, mais à l'échelle géologique, c'est rien du tout. Ouais. Avec l'Anthropocène, le phénomène de la grande accélération, c'est qu'on est probablement en train de vivre la seule période de l'histoire de la planète où de tels impacts se produisent à une vitesse aussi grande. C'est ça l'aspect fondamental de l'Anthropocène. Et cette accélération-là, elle va être... elle est la même teneur que l'accélération du développement du capitalisme fossile. C'est malheureux qu'on parle pas assez, qu'on mentionne pas assez cette partie-là, parce que oui, on dit que les changements sont rapides et tout, mais il y en a beaucoup, surtout des climato-sceptiques en fait, qui vont utiliser l'argument comme quoi, justement, v'là 100 000 ans, v'là 1 million d'années ou plus longtemps, les mêmes phénomènes se sont produits. Mais il y a quand même une nuance qui est vraiment importante que peut-être qu'on n'insiste pas assez dessus, justement, c'est le fait qu'au lieu de se produire sur des dizaines de milliers d'années ou des centaines de milliers d'années, ça se produit année après, sur quelques années. En termes de décennies. En termes de décennies. Ouais, exactement. C'est d'ailleurs l'un des... C'est curieux parce que un argument des climato-sceptiques et même des scientifiques plus orientés plus à droite, des scientifiques plus conservateurs, l'une des raisons qu'ils invoquent pour dire que l'Anthropocène, c'est pas une théorie fiable, c'est le fait que c'est juste l'occurrence d'un autre phénomène que la planète a connu et il décharge l'être humain de toute responsabilité dans ces phénomènes-là. Alors que on est l'espèce terrestre qui a eu dans l'histoire dans l'histoire récente de la planète à tout le moins, qui a eu le plus d'impact sur son développement climatique et sur son évolution climatique et géologique. Donc, 1950, un moment où le capitalisme fossile prend son envol. La fin de la Seconde Guerre mondiale, elle n'est pas étrangère à ça. Et là, on fait encore une fois un petit retour en arrière dans l'histoire. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le vainqueur économique, c'est qui? C'est les États-Unis. C'est les États-Unis. Et c'est pas pour rien que la source du capitalisme fossile, elle vient des États-Unis. Là, j'avertis, mon discours va sembler vraiment... je vais avoir l'impression de taper pas mal sur les États-Unis, mais il est à savoir que la source factuelle, l'origine factuelle du capitalisme fossile tel qu'on connaît aujourd'hui, vient des États-Unis. Et... en fond, il est né il est né, dans le fond, ce capitalisme-là, donc de l'essor économique qu'a connu les États-Unis, qui elle-même est issue des investissements que les États-Unis ont fait durant la Seconde Guerre mondiale. Et j'insiste sur le terme investissement au pluriel, parce que, de par ces investissements économiques, sur les capitaux, les bons pour la victoire, les investissements physiques, l'effort de guerre, ou les investissements infrastructurels comme le développement des industries pétrolières et chimiques, ils ont pavé le terrain à l'essor du capitalisme fossile. C'est d'ailleurs ce qui a poussé certains commentateurs économiques à qualifier la Seconde Guerre mondiale d'entreprise la plus rentable du 20e siècle pour les États-Unis. Ben c'est vrai, je veux dire, si tu regardes ce qu'on appelle les 30 glorieuses qui ont suivi, c'est pendant 30 ans, tu as une croissance économique dans les 5 à 7% en Occident.
c'est énorme, là. Ça, Tout c'était est le beau reconstruit. côté de l'époque. C'est ça, tout était à reconstruire ou à développer. Puis je trouve le terme excellent. là. Ben, c'est vraiment fascinant à regarder parce que chaque fois, j'ai l'impression que tu lis dans mes pensées. Parce qu'effectivement, je serais... Oh mon Dieu, Oh Seigneur. mon Dieu. Oh. Oh. Donc, effectivement, les 30 Glorieuses, c'est, disons, l'épicentre temporel qui va donner, dans le fond, malheureusement, ses lettres de noblesse au capitalisme fossile. Parce que, ben, la base de la viabilité économique des États-Unis, elle est basée sur 3 choses. La concentration du capital, le développement des industries pétrolières liées entre autres à l'automobile et le développement de la chimie industrielle par des compagnies privées, comme DuPont, qui d'ailleurs est la firme qui a développé les fameux CFC, qui ont créé le trou dans la couche d'ozone, et ben, un qu'on connaît très bien encore aujourd'hui, Monsanto. Ah, ouais. Tout ça, toutes ces compagnies-là sont nées après la Seconde Guerre mondiale et ces compagnies-là ont d'ailleurs acheté des usines qui avaient été, dans le fond, des usines qui se sont développées grâce aux investissements du gouvernement américain lors de la Seconde Guerre mondiale et qui ont été vendues à rabais à ces compagnies-là. Des usines de munitions, Des j'imagine. usines de munitions, de développement de véhicules de guerre qui étaient toutes vendues aux Alliés. Ça me rappelle le démantèlement d'une certaine union des républiques. Ouais, effectivement. Hein? Ouais. Quand on parle de concentration de Soviécois? richesse. hein? Soviécois déjà? Soviécois, non, je sais pas, Ouais, là. je sais pas moi non plus. Maudit communiste. Mais quand on parle de concentration de richesse, c'est vraiment là. Tu vois que le pouvoir, il y a des investisseurs, des hommes d'affaires qui vont s'acoquiner avec le pouvoir et qui vont réussir à mettre la main finalement sur ces ressources-là pour se lancer. Et en fait, exactement comme tu dis, donc cette viabilité économique-là, le type de capitalisme que ça va engendrer, c'en est un qui va littéralement altérer notre vision globale du monde. Et c'est quand même intéressant de se pencher sur la dimension philosophique parce que ces transformations-là, dues à l'essor économique états-unien, il va affecter non seulement notre quotidien, mais la manière qu'on a d'envisager le monde. Par exemple, le développement de carburant pour alimenter les moteurs d'avion fait en sorte que de nos jours, ça prend juste 6 heures à aller en France, par exemple. Le monde est de plus en plus petit, de plus en plus rapproché. Donc ça c'est un des exemples les plus tangibles. Aujourd'hui, ça fait tellement partie de notre quotidien qu'on a l'air à imaginer qu'il y a 80-90 ans, le type de tourisme qu'on a aujourd'hui, par exemple, ça n'existait pas. Ouais. Ça n'existait absolument pas. Et ça, c'est dû au développement économique prévu par le capitalisme fossile. Et c'est pour ça qu'il y a un élément qui est central là-dedans, c'est le développement du pétrole. Sarah, tu me demandais tantôt pourquoi le charbon. Pourquoi je parlais pas du charbon en premier? Parce que c'est l'énergie fossile également. Parce que c'était également une énergie fossile et c'est le premier carburant fossile qui a été amené par qui était employé lors de la première révolution industrielle, comme tu disais tantôt Marc-André, à partir de 1850. L'idée, c'est que le charbon, contrairement au pétrole, n'a pas connu un emploi aussi généralisé et surtout pas aussi rapide. Mais c'est en fait ce que je me suis rendu compte quand tu parlais justement du développement des entreprises à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, l'introduction de la voiture. Tu peux pas nécessairement utiliser le charbon dans le domaine du transport, puis le fait que c'est rendu démocratisé, puis que tout le monde est rendu avec sa propre voiture, ça fait une augmentation justement des émissions de gaz à effet de serre, qui n'était pas nécessairement là justement avec l'utilisation du charbon pour les industries seulement au Royaume-Uni. Exactement. Et ça rejoint un peu ce que Samuel, tu disais tantôt par rapport au fait que le développement de la médecine fait en sorte qu'on vit de plus en plus longtemps et qu'on est de plus en plus non seulement à vivre sur la planète. Le fait que le capitalisme cherche à constamment repose sur un cycle de maximisation des profits et de développement quasiment infini de la consommation, fait en sorte que plus il y a de monde, plus il y a de la place à la production. Et donc plus il y a de la place à la production, plus elle doit être rapide. Le charbon ne permettait pas cette rapidité-là, autant que ne l'a permis le pétrole. Le pétrole est littéralement venu remplacer le charbon.
en termes de carburant capitalistique. La conversion a commencé de manière vraiment plus polluante à partir du début des années 1910, lorsque la flotte navale anglaise a converti, dans le fond, ses navires partis du charbon au pétrole. Et pour la petite anecdote, c'est Winston Churchill qui a ordonné cette conversion-là. Et un autre phénomène qui vient vraiment bien illustrer ça, en 1929, l'industrie automobile, c'était la plus grande aux États-Unis. Ah ouais? Ouais. Et en 1930, donc au début de la Grande Récession, 106 des 200 plus grandes entreprises industrielles aux États-Unis œuvraient dans les domaines de la chimie, du pétrole, de la métallurgie, du caoutchouc et du transport. Arrive la Seconde Guerre mondiale. Tout était pavé donc pour que ces ressources-là, pour mener la guerre d'usure, la guerre à grande échelle, que toutes ces technologies-là puissent être mises à profit par les exigences de la guerre. Mais ce qui est vraiment intéressant, et là, ça c'est vraiment quelque chose qui est... Je parlais de manière d'altérer la vision du monde, là. Ça en fait... c'est un élément qui illustre beaucoup ça. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le plan Marshall, vous connaissez? Ouais, peut-être juste le... C'est ça, c'est ça. Le plan Marshall, en fait, c'était un programme de prêt initié par les États-Unis qui visait à aider à la reconstruction de l'Europe. À l'époque, les prêts totalisaient 13 milliards de dollars. Ce serait l'équivalent de 130 milliards de dollars US en monnaie d'aujourd'hui. Mais il est à savoir que il y a eu un effet assez pernicieux de ça, du plan Marshall, c'est que la plupart des sommes qui étaient accordées ont servi à l'achat de produits et de ressources faits et exploités par les États-Unis. Les États-Unis. Et... il fallait bien que ça soit rentable pour eux autres. Effectivement. Ils sont un fou dans une poche. Et bien, pour vous montrer à quel point juste ça a pavé l'effervescence dans l'utilisation du pétrole, je cite mot pour mot un passage du livre Face à l'Anthropocène du scientifique canadien Ian Angus, qui rappelle que le Congrès des États-Unis avait exclu le pétrole états-unien du plan Marshall. Il justifiait une telle restriction par la nécessité de protéger l'approvisionnement du marché intérieur. Mais celle-ci a surtout eu pour effet de subventionner le développement de nouvelles installations des sociétés pétrolières états-uniennes en Arabie Saoudite et de transformer les modes de consommation d'énergie des Européens. Avant la Seconde Guerre mondiale, 20% seulement des importations européennes de pétrole provenaient du Moyen-Orient. La part de ce dernier a grimpé à 43% en 1947. Wow. Et à 85% en 1950. Et cette tendance a eu, comme résultante, l'accélération de la transition à long terme de l'Europe d'une dépendance au charbon à une dépendance vers le pétrole. Puis ça a encore des impacts majeurs des relations internationales modernes. Géopolitique des ressources naturelles. Pense à toutes les guerres au Moyen-Orient par rapport au contrôle du pétrole. Tout ça, ça part de là au final. Là. Le fait justement que ces pays-là qui étaient extrêmement pauvres sont devenus pour la plupart extrêmement riches ou sinon en guerre perpétuelle civile pour le contrôle de ces puits-là. T'sais. La crise du canal de Suez en 1956 pour le contrôle justement pour l'approvisionnement du Royaume-Uni, de la France, ça vient définitivement de là. C'est un excellent exemple, oui. Tout à fait. C'est ce développement-là mêlé à une espèce de stratégie économique extrêmement pernicieuse et dangereuse qui a, de fait, accéléré notre dépendance au pétrole. Et c'est ce qui a permis, par exemple, l'étalement urbain aux États-Unis, l'adoption du mode de vie banlieusard, etc. Laval! Maudits Américains! Laval, c'est la faute des États. On va y boire. Mais en même temps, je comprends l'idée américaine de dire on va pas se servir on va pas servir de notre pétrole maison pour l'envoyer en Europe, parce que là, je sais, j'ai pas les chiffres, mais je me dis, est-ce qu'il aurait été en mesure de fournir tout le pétrole nécessaire pour la reconstruction en Europe? Je veux dire, je comprends de vouloir le garder pour protéger leur marché national,
j'ai de la misère à les blâmer pour ça. Je sais, les conséquences, sûrement que personne s'attendait à des conséquences aussi extrêmes qu'on sent encore aujourd'hui. Ben, c'est ça, c'est-à-dire mais que... je les comprends. C'est ça. Le fait est que les États-Unis avaient beau, au terme de la Seconde Guerre mondiale, être les seuls vainqueurs économiques dans les pays qui composaient l'axe des Alliés, ils devaient se protéger d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est bien le fun, arriver à la fin d'une guerre puis être les seuls vainqueurs économiques, encore faut-il la nourrir, cette économie-là. Ouais. Et donc, c'est pour ça que la base du capitalisme fossile, c'est tout le temps, ça a toujours été dans les différentes étapes de cette histoire-là, la combinaison entre un carburant et le développement d'une technologie. Le charbon, c'était ça. Dans la première révolution industrielle. Ben oui. Lorsque le raffinement du pétrole est arrivé, ben, il y a eu les paramètres de l'histoire se sont répétés, mais avec une technologie, ben, des technologies et un carburant différents. Tu sais, quand on dit plus ça change, plus c'est pareil, ben c'est exactement ça. C'est ce qui se passe en ce moment. On parlait de quatrième révolution industrielle dans notre premier épisode. C'est le même principe. C'est juste que maintenant, le carburant, c'est les données. Nos données personnelles qu'on utilise. Puis on sert l'Internet comme véhicule. Mais en même temps, l'énergie pour faire fonctionner les ordinateurs provient de l'électricité qui, elle, est produite à partir d'énergies fossiles comme le charbon. Fait que tu viens toujours éventuellement aux énergies fossiles. Ouais, c'est ça. Tu construis sur tes révolutions industrielles précédentes. Puis, et d'ailleurs, c'est très intéressant que tu mentionnes ça, Sarah, parce que l'une des technologies qui, justement, fait encore beaucoup plus usage du capitalisme fossile, c'est les technologies d'Internet pour maintenir les serveurs fonctionnels, ce qu'on appelle en bon franco-français les data centers, les centres de traitement de données. En fait, ça exige des infrastructures d'une part énormes, donc la vente de terrains qui sont gigantesques, des terrains qui pourraient tout aussi bien être cultivés ou qui pourraient servir à d'autres usages, maintenir un niveau de température adéquat, ben ça exige beaucoup d'électricité. Et aux États-Unis, c'est quelle industrie qui est la moins chère pour fournir l'électricité? Ben c'est le charbon. C'est de moins en moins vrai, ça. Les panneaux solaires sont vendus beaucoup plus accessibles. Okay. La baisse de prix des panneaux solaires dans les 5-7 dernières années, c'est exponentiel. Okay. Ça n'a aucun bon sens. Donc, c'est de moins en moins vrai, ça. Puis justement, c'était la petite nuance que je voulais mettre sur ce que vous disiez là-dessus, Sarah et Clarence, c'est que ça dépend encore on est où dans le monde. T'sais. Oui. Ici, au Québec, on s'entend, si on est à l'hydroélectricité, c'est certains des avantages, mais c'est extrêmement propre comme énergie. Fait sans compter qu'un des nerfs de la guerre de ces centres de traitement de données, c'est beaucoup en fait le refroidissement des serveurs. Or, au Québec, c'est ça. L'hiver, on peut réduire énormément les coûts d'exécution. Mais en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que cette transition-là, oui, c'est peut-être moins cher en ce moment, mais le fait est qu'il y a beaucoup d'usines qui existent déjà, qui utilisent le charbon. Ça serait quoi le coût de fermer ces usines-là je veux dire, il y a eu des coûts qui ont été associés, ils sont encore rentables pour le moment, pour mettre en place toutes les infrastructures qui sont liées aux énergies renouvelables. En ce moment, il y a encore le coût de renonciation qui vient avec ce choix-là. Fait qu'il y a beaucoup, même aux États-Unis, je veux dire, en Nouvelle-Angleterre, en ce moment, ils essaient de se tourner vers les énergies renouvelables, mais parce que l'énergie au charbon, ils ont déjà les infrastructures en place puis que c'est moins cher de continuer de cette façon-là, ils continuent à le faire. Fait que, tu sais, c'est même pas... Oui, les pays en voie de développement, mais même du côté occidental, on a encore ce choix à faire entre les deux. Puis éventuellement, oui, on va peut-être passer parce que ça va devenir moins cher puis ils vont être prêts à mettre de côté les énergies fossiles. C'est d'ailleurs très intéressant que tu parles de ça parce que ça fait partie des arguments que les compagnies d'exploitation pétrolière opposent à toute la communauté scientifique, les environnementalistes et ceux qui font la promotion du développement durable, par exemple. C'est que certaines de ces infrastructures-là, ils ont tellement investi des millions là-dedans, des fois des infrastructures dans les pays même en voie de développement, ils ont investi 15 à 20 millions dans le développement de ces infrastructures-là, mais surtout, elles sont récentes. Et elles ont une durée de vie, avec le développement technologique, de plus en plus grande. Tu vas pouvoir passer 40 à 60... Une usine actuelle va pouvoir prospérer pendant 40 à 60 ans sans aucun changement majeur. Lorsque tu viens d'injecter de l'argent là-dedans, sur le plan du capital, as-tu le goût de te débarrasser de ça?
Non, puis c'est pour ça qu'il va falloir forcer une transition à un moment donné, tu sais. Puis Exactement. qu'il y a des pays qui commencent à le faire, heureusement. Mais pour revenir à ce qu'on disait sur le charbon aux États-Unis, jusqu'à là, quelques années, il y avait quelque chose qui me rendait très optimiste. C'est qu'avant Trump, évidemment, avant Trump, il y Sur avait... ça, notre point bascule. Ouais, c'est ça. Il y avait énormément d'usines de charbon qui fermaient parce que c'était plus rentable, parce que les panneaux solaires étaient plus Ouais. rentables, parce que aussi il y avait le gaz de schiste. Oui. Je veux dire, on remplaçait pas tout pour des bonnes raisons, mais ça donnait quand même de moins en moins pire. Puis là, c'est Trump qui a décidé qu'il était nostalgique des années 50 puis de la belle époque des mines de charbon puis tout ça. Puis qui a décidé, on remet ça, mais c'est tout sur le respirateur artificiel. Là. Ben oui. Il fait juste le rallonger ou réouvrir des places, ça va durer quelques années, puis après ça va finir. Fait qu'il y a quand même... Ça a déjà commencé, cette transition-là, Ouais. à certains égards. Mais c'est pas juste par rapport au développement des énergies renouvelables. La raison pour laquelle ça s'est autant développé puis que les États américains ont commencé à fermer les usines qui produisaient l'électricité à partir de charbon, c'était parce qu'il y avait le Clean Power Plan qui avait été mis en place par l'administration Obama et qui mettait une date butoir justement pour les États pour qu'ils puissent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Fait qu'il y a eu une incitation du public aussi, pas juste dans le domaine privé, où est-ce qu'il y a eu une diminution justement du coût de production de l'électricité avec les énergies renouvelables. Il y avait un incitatif législatif, littéralement, à ce que les États À le faire. changent. C'est vrai, ouais, j'avais oublié ça. Que, en fait, Trump a mis la hache dans le Clean Power... Le Clean Power, Clean Power Plan, le CPP. Ouais. Ouais. Le CPP, ouais, c'est ça. Agnès en parlait justement dans le livre dont je fournis d'ailleurs la référence à la fin de l'émission, parce que c'est un livre très intéressant. Mais, pour revenir donc à justement l'espèce de paradoxe entre la nécessité d'un développement d'énergie verte et le besoin qu'ont les nouvelles infrastructures dans lesquelles on a injecté des millions de dollars de prospérer, ben, très souvent, c'est la deuxième option qui finit par être choisie parce que il y a tellement... Ça nécessiterait sur le plan capitaliste une si grande perte que au final, ben, ce serait pas rentable. Ce serait totalement contraire au mode de production tel qu'il est en ce moment. Par contre, le monde dans lequel on vit actuellement, qui est issu d'une conséquence directe de ça, ben ça donne des situations qui donnent vraiment, vraiment froid dans le dos. Je vais pas faire la part belle aux statistiques parce qu'il suffit d'ouvrir le journal le matin pour les connaître. Mm-hmm. De toute façon, c'est des statistiques qui, même si on connaît les chiffres en tant que tels, la réalité, on la connaît tous, plus ou moins, ceux parmi nous en tout cas qui ne sont pas climato-sceptiques. Mais juste en guise de conclusion très, 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 très longue, très étendue plutôt, sur ce que c'est que le monde de l'Anthropocène, je trouvais intéressant de vous révéler en fait quelques situations dans le fond qui font que aujourd'hui, on vit vraiment à une autre époque dans le fond. Déjà, Samuel, tu parlais tantôt du développement agroalimentaire. Aujourd'hui, en termes d'équivalence, la fabrication de pesticides et d'engrais synthétiques pour fertiliser les sols et donc accroître la production agricole font qu'on dépense aujourd'hui plus d'énergie dans la production des aliments qu'on en obtient quand on les mange. Tabarouette, ok? Ouais. On parlait tantôt du développement militaire avec les bombes atomiques. Le budget militaire mondial annuel est de 1700 milliards de dollars. 17 trillions, dans le fond? À peu près, ouais. Je vais juste vous dire, le PIB mondial est à peu près à 100 trillions. Ouais. Fait que 17% du PIB mondial, c'est pour l'armement. Puis en tout cas, du militaire au sens large. 1,7 trillion en fait. 1700. 1,7. Ouais, C'est ce que j'avais compris. Mais c'est C'est énorme. quand même près de Ouais. 2%. C'est quand même deux. Ouais, c'est ça. C'est énorme. Et là-dedans, il y en a 1000 milliards qui sont accaparés par Les États-Unis! États-Unis! les États-Unis! 10 Ouais. points pour tout le monde! Rose s'est rendu à 20 points. Yes! Donc, si donc il est facile de conclure que le pétrole puis ses dérivés constituent effectivement une large part de l'investissement de cet argent-là, il est en revanche impossible de chiffrer les émissions de gaz à effet de serre d'origine militaire parce que ces dernières ne sont pas couvertes par le protocole de Kyoto et les accords de Paris de 2015. Cela dit, on peut estimer, et cette statistique-là me vient de Patricia Himes, qui est une professeure retraitée de santé environnementale aux États-Unis,
que 20% de la dégradation de l'environnement dans le monde est attribuable aux campagnes militaires et aux activités connexes. Ça, c'est 1/5 de la dégradation planétaire. Ah, ça en prend du gaz un porte-avions. Ouais! Ah, pas juste ça, là, des bombardements, Alors, le napalm, là, crois-moi que ça fait des ravages. Là, Ouais, dans le temps, là, mais. Ben, si on pense à tout, tu sais, je veux dire, Ouais, l'aspect cumulatif. Ouais, l'aspect cumulatif, là, Ouais, c'est des dégâts qui sont encore ressentis aujourd'hui. Là. C'est sûr, ouais. Mhm. Et pour de dernier clou pour Bien nous assommer. pour bien vous assommer, la course au profit capitalistique, encore une fois, je me répète, elle altère tellement les visions du monde que certaines pratiques laissent supposer que l'Anthropocène va devenir une époque qui va devenir le théâtre d'agissements vraiment, vraiment barbares. Et on en a déjà des exemples maintenant. Il exacerbe la pratique, une certaine pratique qu'on connaît sous le nom de l'exterminisme, qui se définit par l'acceptation tacite ou explicite de la nécessité des extinctions de masse comme prix à payer pour qu'une classe dominante puisse maintenir le processus d'accumulation et son hégémonie politique. Et il y a des exemples de ça qui sont très récents et qui se trouvent pas si loin de nous. Énergie S avec les belugas, Kakuna, là. Ben il y a ça, effectivement, mais en fait, je pensais donc, un petit peu plus loin et une image qui est, disons, beaucoup plus forte. Vous vous rappelez Katrina, en 2005? Ouais, l'ouragan? Eh bien, toujours une situation qui est toujours rapportée par Ian Angus dans son livre. À l'époque de l'évacuation de la Nouvelle-Orléans, donc pour diminuer le plus possible les pertes humaines là-bas, il y a deux ambulanciers qui ont été témoins d'une vision assez horrifiante. Des shérifs qui ont bloqué l'accès à la ville de Gretna, en Louisiane, donc l'État voisin, qui ont bloqué l'accès à des franges plus pauvres et de couleur de la population pour ne pas que les habitants de la Nouvelle-Orléans, celles qui étaient le plus, les franges de la population les plus nécessiteuses, viennent quitter refuge dans la ville. Moi, je pensais que tu parlais d'extinction d'espèces animales. Moi, Tu parlais de... c'est-à-dire extinction. Holy! Ouais. Le terme d'extinction en ce moment, il est peut-être plus à prendre au sens métaphorique. Par contre, ça illustre énormément l'enjeu de... le poids social que reflète le poids social qu'impliquent les changements dus à l'Anthropocène. Dans l'Anthropocène et le théâtre. Tu sais, on retourne dans... J'ai l'impression qu'on pourrait regarder à peu près n'importe quel génocide ou tentative de génocide puis l'appliquer avec cette vision-là aussi. Ce serait tout à fait... Même en dehors du monde capitaliste, on fait juste penser aux famines volontaires en Ukraine dans les années 30 en URSS. C'était un peu ça, là. C'était pour faire avancer la production industrielle de l'agriculture. Ben, fallait passer par une famine, puis ben, les Ukrainiens, dans la hiérarchie de l'URSS, ils étaient plus bas. On n'est même pas dans le capitalisme, là. Non, on n'est pas du tout là-dedans. On peut aussi penser aux pratiques des compagnies minières dans les pays en bas de développement, puis les droits humains, puis les droits du travail. Je veux dire, c'est la même chose. Ouais, comme une compagnie souvent canadienne. Oui. On n'est pas dans, mais je veux dire, c'est ça. mais en même temps, ces phénomènes-là sont pas nouveaux. Par contre, une nouveauté, c'est que certaines de ces catastrophes humaines-là, ben, elles sont dues au changement climatique, dues eux-mêmes à l'implication de compagnies pétrolières. Et certaines des interprétations des déplacements de population puis de l'affluence des réfugiés servent de justification pour considérer l'environnement comme un danger à la sécurité nationale. Et ça, c'est pas des blagues, ça c'est une expression qui vient tout droit d'un document qui a fuité en 2003 du gouvernement américain qui s'intitule An Abrupt Climate Change Scenario and Its Implication for US National Security. On est en 2003 là. Ouais. On n'est pas en 2016-2017 avec Trump là, on est en 2003. À ce moment-là, l'environnement, ça devient plus un enjeu de justice sociale, ça devient un multiplicateur de menaces. Voyez à quel point on change dans de l'interprétation de la vie sur Terre quand on atteint ça. Ça vous donne, je pense, un petit portrait désespérant, malheureusement, légèrement, de l'Anthropocène. On enregistre ce show-là, on est content de savoir. C'est dimanche après-midi, il fait soleil.
Puis là, ben c'est ça, on est... J'arrive de voyage puis je vous scrape de malade. Je vais retourner, je pense. C'est pas genre d'être pessimiste dans ce show-là. Je pense que c'est important quand même de dire que dans ce genre de chronique-là, on montre beaucoup les côtés négatifs, tout ça, puis oui, on a une certaine... On a une certaine impuissance parce qu'on ne fait pas partie des grandes décisions de façon très directe, mais je pense que si on a conscience puis qu'on comprend ces choses-là, on est plus en mesure de les expliquer à ceux qui sont peut-être qui se sentent moins impliqués ou qui ont de la misère à comprendre toutes les conséquences, tout ce que ça implique. Donc, oui, c'est sûr que quand on se projette dans un futur où est-ce qu'on fait absolument rien pour, c'est vraiment désolant, mais je pense qu'il y a encore moyen d'agir puis de minimiser les dégâts, mais plus on en parle, plus on est en mesure de les comprendre puis de transmettre cette connaissance-là, de la vulgariser. Puis je trouve que récemment, surtout, en réponse justement à ces têtes fortes qui refusent de se plier aux exigences, aux sacrifices qu'exigent en fait les changements climatiques, ben on voit des groupes qui se montrent beaucoup plus vocaux, qui sont beaucoup plus présents, puis qui réussissent à embarquer de plus en plus de monde justement dans un militantisme écologique, puis comme quoi c'est un phénomène global. Comme tu as dit en début de chronique, Clarence, c'est un sujet qui revenait peu importe avec qui tu parlais en voyage. Oui. Donc c'est pas quelque chose de local, c'est pas juste chez nous que ça se passe partout dans le monde, puis il y a des gens qui en ont conscience puis qui veulent en parler puis agir. C'est ça, puis tu sais, on parle souvent justement des côtés très négatifs de ça, puis on mentionne plus souvent l'inaction que l'action, mais il y a quand même des côtés positifs, des actions qui ressortent qu'il faut prendre en compte puis qui sont encourageantes. On regarde Trump aux États-Unis, puis c'est dégueulasse au niveau du gouvernement fédéral ce qu'ils font, mais ce que ça a fait, c'est que les villes puis les États américains, ils ont juste donné les bouchées doubles pour contrebalancer ça. Oui, ça a donné encore plus d'action. Il y a des groupes, tu sais, on a ri beaucoup du pacte un peu au Québec, qui des fois il était plus ou moins bien vendu ou expliqué, mais il y a quand même un côté positif que dans 2 semaines, tu as 250 000 personnes qui ont signé pour dire l'environnement, on trouve ça important. Ça envoie un message fort, là, ça fait quand même que le gouvernement de la CAQ a fait un meilleur coup pas de on n'est peut-être pas assez prêt en environnement, tu sais. Puis justement, renvoyer une ministre en dedans de 3 mois, ça en dit long. Fait que c'est ce genre de truc qu'il faut garder en tête, puis qui fait que on avance peut-être pas assez vite, mais on avance dans la bonne direction. On rajoute tous les pays qui ont commencé à annoncer qu'à partir des années 2030, 2035, 2040, ils ne vendraient plus de voitures qui fonctionnent au pétrole. Le gouvernement conservateur du Royaume-Uni l'a annoncé pour 2035, je ne me trompe pas. Un gouvernement conservateur, là. Ouais. Fait que faut rester optimiste, je pense, malgré tout ça. C'est simplement pour ajouter du fait que les États-Unis, en ce moment, on peut avoir l'impression que se sont retirés justement de la lutte au changement climatique de par leur retrait de l'accord de Paris. Mais à la COP24, de ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il y avait une délégation de villes, justement, américaines, de gouverneurs, et leur slogan, c'était « Nous sommes présents ». Mais c'était peut-être pas au niveau fédéral, mais ils essaient de promouvoir, ils continuent à l'échelle plus locale ou du moins étatique à faire des efforts, puis même le privé qui maintenant fait partie de l'effort aux États-Unis. Donc c'est vraiment louable de se dire que finalement, c'était pas la tête dirigeante qui est présente puis qui envoie un symbole. J'imagine sur la scène internationale, ça n'empêche pas n'importe qui de prendre des actions parce qu'ils savent que c'est important. Ben, tout ce que vous venez de dire, en fait, vient merveilleusement, je trouve, illustrer ce que tu viens de dire, Sam, sur la connaissance, l'importance d'en parler, parce que on a beau sortir des statistiques, on a beau présenter des situations semblables qu'on connaît sous notre ère actuelle, qui est celle de l'Anthropocène. Il est à savoir que ces statistiques-là, ben, sont pas innocentes. Si elles illustrent le caractère urgent et dramatique de la situation, bien, ça vient motiver aussi d'autres initiatives, que ça vient, disons, ça vient alimenter la possibilité et la nécessité d'autres réalités qui doivent être prises en compte. Et je vous laisserai d'ailleurs là-dessus sur un petit suspens, parce que les sujets dont j'aimerais ça parler éventuellement à l'émission, ben, ils portent sur tout ça. Ben, d'où vient la solution? Ben, est-ce que ça va venir de la décroissance économique? Est-ce que ça va venir d'une démocratie verte? Est-ce qu'on pourrait pas justement apprendre de mouvements dont on entend plus ou moins parler, mais qui commencent à bénéficier de meilleures tribunes comme l'écosocialisme, comme l'écoféminisme?
Est-ce qu'on va avoir des solutions proposées par ceux qui prônent la décroissance démographique, par exemple? Est-ce que ça va venir du développement durable? La question reste vraiment ouverte. Ouais. Et si l'avenir est incertain, ça veut dire une chose, c'est que la marge de possibilité, elle est beaucoup plus grande. La question va rester ouverte, mais la réponse va devoir être verte. 10 points, Marc-André. Ah, yes! J'annonce donc en grand. Merci beaucoup, Clarence. J'ai annoncé donc les grands gagnants du quiz On Jase là cette semaine, Rose-Marie et moi-même, avec 20 points à égalité. Bravo! Mais merci beaucoup, Clarence. Je pense qu'on va avoir beaucoup de fun à jaser de ça cette saison. On parlait peut-être d'à peu près une émission par mois et demi sur le sujet. Donc, on va pas trop vous écœurer non plus. Non, évidemment. J'ai d'autres sujets. Il y a plein de dans mes questions poches. super intéressantes là-dessus. Donc, merci encore. Merci à vous tous d'avoir participé à notre émission, encore une fois cette semaine. Puis, chers auditrices, chers auditeurs, je vous rappelle qu'on est disponible sur Podbean, YouTube, Apple Podcast, Google Play et Spotify depuis quelques semaines. Puis, j'ai-tu tout dit? Non, je l'ai tout dit. Je pense que oui. Anyway, si vous avez écouté là, vous savez où nous trouver, tu sais. Puis, on a aussi une page Facebook, donc n'oubliez pas de liker et commenter, très important. Même chose pour les 5 étoiles sur iTunes. Ça nous fait monter dans les palmarès, battre les algorithmes. Et voilà, donc on se retrouve tout le monde la semaine prochaine. Bye bye! Salut!